Bonjour à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver, de vous savoir tous en bonne santé, du moins en bonne santé physique, parce que je pense que nous sommes tous un petit peu fatigués, même pour ceux qui sont en train d'enjoy le mode confinement comme moi. On est quand même un petit peu fatigués, ça a été quand même un petit peu anxiogène. Donc, j'ai rencontré Lionel l'an dernier, lors d'un de ses passages à Maurice, pour une formation express d'une journée sur le burn-out du dirigeant. 30 minutes après le début de la formation, révélation pour moi. Ça faisait 1 an que je me sentais fatiguée tout le temps, pas déprimée, pas angoissée, pas submergée, juste mentale forme, et je me réveillais le matin avec énergie au ras des pâquerettes et sans comprendre pourquoi, je faisais des marches, des petits joggings, je mange sainement, du yoga, de la méditation. Donc, j'aurais dû être en bonne santé, mais j'étais fatiguée. Donc, j'ai été voir des médecins tutti quanti, cardiologues, etc., thyroïde, gynécologie. Et puis, 30 minutes après avoir commencé cette formation, j'étais en train de tick tous les box et je me suis dit, c'est bizarre, je fais peut-être un burn-out. Donc, mes jogging, mon yoga, ma méditation, mon régime étaient en train de préparer mon corps pour avoir ces cartouches de bonus d'énergie quand j'en avais besoin. Mais ces bonus d'énergie marchent de façon ponctuelle uniquement sur des mois. C'est malheureusement pas soutenable. Et quand le travail ou la vie en demande plus, ça ne marche pas et on est épuisé. Donc, j'ai été au centre de Lionel à Paris et ça a été un life changer, compris plein de choses. Lionel, à la base, est un soignant et il a une approche de la santé au travail qui est très 360 degrés et qui m'a montré d'abord à récupérer la dose d'énergie qui me manquait, ma vitalité, et surtout à maintenir et à gérer cette vitalité, surtout dans des moments dont on en a besoin le plus, comme le genre de marathon professionnel que ce Covid-là est en train de nous amener. Donc, ensuite, à force de dialogue entre lui et moi, je me suis sentie tellement bien après que je me suis dit, ça vaut la peine qu'on parle plus loin, qu'on fasse bénéficier de cette méthode à d'autres, mais ça, on vous en parlera à un autre moment. Mais là, je vous laisse faire connaissance et avoir ces pistes qu'il m'a données à moi et qui pourront vous aider, même là, si on a juste une petite conversation d'1 heure ensemble. Donc, en housekeeping, vous êtes tous habitués maintenant, je suppose, au Zoom. On va chatter avec Lionel par la colonne chat qui est sur la droite de votre écran. Et si vous voulez lui parler, vous juste levez la main et vous pouvez lui parler aussi en live. Mais le plus possible, les questions par écrit. Il y aura une petite présentation de 20-25 minutes et ensuite on prend vos questions. Mais pour prendre vos questions, pour ceux que je ne connais pas forcément tout le monde, ceux d'entre vous que je ne connais pas et même les autres, si vous pouvez mettre tout simplement votre profession et puis votre secteur d'activité pour que Lionel puisse saisir un petit peu plus le scope de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, Lionel, parole à vous. Merci Marina, merci à Melody Communication de donner l'opportunité d'être parmi vous. Bonjour à vous tous et toutes. Je ne sais pas combien on est de participants, mais on est 50, donc c'est super chouette. Désolé pour le bonnet, en fait, j'ai pas une grande chevelure et je suis en France et franchement, je me caille. D'où le fait que j'ai dû me couvrir la tête. Mais bon, dans 30 secondes, vous aurez oublié que j'ai un bonnet. On est là ensemble pour parler d'une question qui nous interpelle tous, qui nous intéresse tous, qui est la question de l'épuisement professionnel, encore appelé burn-out, et le Covid-19 qui s'invite à la table des réjouissances nous pose encore plus l'importance de cette question pour l'instant et pour les mois qui arrivent, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue professionnel. Or, la première chose, il y a deux choses majeures qui créent du stress.
au quotidien, c'est l'incertitude et le conflit. Or, il y a fort à parier que dans les mois à venir, le marché va se tendre, les clients vont devenir exigeants, les équipes vont devenir fatiguées, et donc on risque d'avoir les deux problèmes qui arrivent, l'incertitude du marché, qui est directement associée à l'agressivité du marché, et les conflits que ça va pouvoir générer, que ça va générer, à la fois en externe et en interne pour les entreprises. Donc, Marina m'a demandé si je voulais vous faire un petit topo sur ces questions-là et surtout de vous donner, en anglais on dit essential basics, les choses de base, le truc minimum à savoir si on veut au moins pouvoir faire face au stress de la meilleure façon possible. Donc, un exposé, 20 minutes, je vais vous partager un petit peu le plan pour que on puisse bien voir de quoi il s'agit. Donc, un exposé de 20 minutes, on va parler donc de cet épisode professionnel qui est directement dû au Covid-19, maintenant et après. Et après, une fois que l'on voilà, après, on va, excusez-moi, le plan du pitch, c'est ma formation pour commencer. Après, on va voir qu'est-ce que le stress. Après, on va justement voir ensemble les bases essentielles pour faire face au stress. Ce qui était compliqué, on en a longuement discuté avec Marina, c'était que on ne voulait pas tomber dans les recettes parce que les recettes, ça ne marche pas. Et quand on est un professionnel, comme je suis, et comme, et comme les Marina, bien évidemment, on ne peut pas vous donner des trucs qui n'ont aucun fondement. Alors on s'est dit, voilà, si on prépare une course, si on commence un marathon, qu'est-ce qu'on va donner aux débutants pour qu'ils commencent à courir dans de bonnes conditions? Ben voilà, on s'est posé cette question-là avec Marina en se disant, OK, s'ils sont débutants, entre guillemets, face au stress, alors bien sûr, ce sont des costauds, ils encaissent, mais quand même, on ne sait pas trop où ça va, ce marathon de longue durée dont parlait Marina. Quels sont les trucs de base qu'on va pouvoir leur communiquer, leur partager pour qu'ils puissent s'engager sur le chemin de la meilleure façon possible. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble juste après, une fois qu'on aura défini ce qu'est le stress. Et enfin, là, vous pourrez donner libre cours à toutes vos questions, vous lâchez et poser toutes les questions possibles et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ma formation. Alors, moi, je suis ostéopathe de formation. J'ai 51 ans, bientôt 52 ans. Je me dis encore quelques mois avant de dire 52 ans. Donc, ostéopathe depuis 25 ans maintenant. Donc, on peut dire que je suis un pro du fonctionnel. Donc, je ne suis pas médecin. Ça veut dire que quand il y a une pathologie médicale, ce n'est pas pour moi. Par contre, quand ça dysfonctionne, quand ça ne fonctionne pas, là, c'est mon truc. Je sais repérer un corps qui dysfonctionne. Je suis ostéopathe du sport et de l'urgence. Donc, moi, je suis occupé de sportifs de tout niveau, du sportif du dimanche, du dimanche soir, celui qui sort juste son chien, au sportif qui va aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai vu, on va dire, tout l'étendue de ce qu'un sportif peut être. Je suis expert judiciaire en ostéopathie. Je suis expert en prévention des risques psychosociaux. C'est tout ce qui touche au stress au travail. Et ma formation universitaire est d'être chimiste et biochimiste avec une spécialité autour de la nutrition sportive et de l'entraînement sportif et de la préparation physique. Et toute cette compétence à 360, comme dit Marina, m'a permis, avec un associé, de créer en 2012, c'est ça, un centre qui est unique en Europe et on n'est pas beaucoup au monde à faire cela, qui permet de prévenir et de traiter le burn-out sur des temps courts. Ça veut dire que sur des modules très courts, 3 jours, 2 jours, on peut récupérer quelqu'un qui est très fatigué, voire vraiment épuisé, et le remettre au travail de façon pleinement opérationnelle. Donc voilà, ça c'est ma formation. Donc tout ça pour vous dire que ce que je vais vous dire là, ce que je vais partager avec vous maintenant, bien évidemment, c'est l'opérationnel pur. C'est-à-dire que je n'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept, c'est les mains dans le cambouis et c'est de la pratique pure. On y va. Avant de commencer, qu'est-ce que le stress? What is stress? Question essentielle, tout le monde utilise le mot, tout le monde dit « Oh là là, ça me stresse, je me sens stressé, tais-toi, j'en peux plus. » Enfin, le stress fait partie de la vie, c'est à la fois un état, c'est à la fois quelque chose qui est une cause, on ne sait pas trop. Sauf qu'au départ, le stress, c'est une réaction physiologique face à quelque chose qui nous menace, qui a été décrit par un Danois qui s'appelle Hans Selye en 1961 et qui a décrit ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Le stress, c'est un mécanisme physiologique que vous connaissez tous. Si vous faites attaquer par un chien ou si vous tombez sur un
maraudeur à la sortie d'un chemin qui n'était pas prévu. Au début, vous allez avoir très peur. Alors, il y a plusieurs solutions. Dans le corps, ça se manifeste par un regain d'énergie important. Dans le meilleur des cas, on peut aussi totalement collapser et se retrouver par terre. Ça, c'est quand on est totalement inhibé. Mais en général, on a de l'énergie qui arrive, les yeux s'ouvrent, on commence à suer, le cœur se met à battre. En gros, on se prépare ou à se battre ou à fuir. En anglais, fight or flight. Donc voilà, ça c'est la phase d'alarme. Sauf que si l'animal sauvage ou le maraudeur ou la situation vous court après, il va falloir passer de la phase d'alarme à la phase de résistance. Et à partir de là, vous allez devoir faire face. Et là se pose la question de comment je fais face au stress, how I cope with stress. Donc c'est là que ça se passe. Et une fois qu'on a fait ça, quand on n'en peut plus, à ce moment-là, on capitule et on passe en phase d'épuisement. Vous comprenez bien évidemment qu'il faut tout faire pour rester au maximum dans la résistance et ressortir vers le début et ne pas aller vers l'épuisement. Mais quand on n'a pas le choix, ça se passe comme cela. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est une réaction physiologique, le stress touche d'abord le biologique et le physiologique avec des répercussions psychologiques. Et là, ça change tout. On croit toujours que le premier rempart au stress est psychologique. C'est une bêtise. Je m'excuse de le dire comme cela, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des êtres pensants, nous sommes des animaux pensants. Donc le stress est une donnée essentielle de l'évolution et de la construction propre, intrinsèque de notre espèce. Nous sommes le résultat du stress. L'adaptation impose à chacun d'être confronté à une situation de stress. Donc pour s'adapter, il faut savoir faire face au stress. Donc, l'être humain que nous sommes, Homo sapiens, Homo modernicus maintenant, est le fruit du stress. Donc le stress est physiologique, il touche l'animal avec des répercussions sur le mental. Je vais vous le montrer, regardez. En phase d'alarme, elle ne vous concerne pas, à moins de se faire attaquer par un ours ou par un chien. Ça dure 2 secondes. L'adrénaline, et on va dire, circule fortement dans le sang. Elle fait monter l'énergie, elle permet de consommer le sucre. Le magnésium est utilisé à plein, le zinc aussi. Ça dure 2 secondes. C'est ce qui nous permet, en 2 secondes, de grimper à l'arbre comme on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'on passe d'humain à écureuil. OK, 2 secondes, on oublie ça. Non, ce qui intéresse la personne qui travaille au quotidien et ce qui va directement concerner les personnes qui vont devoir assumer dans la durée ce qui arrive, là, avec le tsunami lié au stress dans quelques temps, c'est ce qu'on appelle la phase de résistance, c'est quand le stress dure. Et que vous voyez que quand on est stressé dans la durée, il y a une hormone qu'on appelle le cortisol qui ne fait qu'augmenter. Cette hormone qu'on appelle le cortisol est la cortisone naturelle, ça veut dire que c'est un anti-inflammatoire. Ça veut dire que quand je suis stressé, je sens de moins en moins mon corps. Ça veut donc dire que plus je suis stressé, plus je deviens étranger à ce que je suis. C'est pour cela que quand on demande aux gens, mais sans comment en ce moment, et certaines personnes hyper super stressées disent mais je comprends rien, non, je écoute, je me sens super bien, je suis en pleine forme. En fait, elles sont totalement coupées de leur corps parce qu'elles sont cortisolées à fond. Et même quand elles se font mal, elles ne sentent pas la douleur. Ça, c'est vraiment embêtant. L'autre chose embêtante, c'est que quand on est stressé et cortisolé, comme c'est un anti-inflammatoire, je ne sais pas si vous le savez, mais l'inflammation est nécessaire à l'immunité. Donc, pour pouvoir se défendre contre un virus, contre une bactérie, contre un microbe, il faut une immunité qui fonctionne. Et pour cela, l'immunité a besoin de savoir faire démarrer l'inflammation. Or, le cortisol est un anti-inflammatoire. Vous comprenez que A plus B donne C. Si le cortisol empêche l'inflammation, le cortisol devient un immunosuppresseur. C'est pour cela que quand on est extrêmement stressé, on tient le coup, et que quand on arrive en vacances, le moindre truc qui passe, paf, on tombe malade parce que le système immunitaire a été épuisé par les longs mois de stress. Donc, si c'est un marathon dont on ne connaît pas la fin, il a fort à parier que de plus en plus de personnes vont tomber malades pour des bêtises ou pour des choses plus graves, à force que le stress touche des sommets. Donc, le cortisol est immunosuppresseur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps que le cortisol monte, il y a un effet sur le psychologique. Et là, je vous demande vraiment d'être attentif. Au fur et à mesure que le cortisol monte, vous voyez qu'il y a des variables particulières, biologiques, qui sont des neuromédiateurs, qui s'appellent la sérotonine et la dopamine. La sérotonine, c'est la bonne humeur. La sérotonine, c'est la bonne humeur. La dopamine, c'est la motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début du stress,
au début du stress, le bon stress, il est là. Good stress is here. Là. Ça veut dire que là, en début de stress, quand on va vers une situation qui nous donne envie d'y aller, eh bien, on est de bonne humeur, on est motivé, puisque la dopamine, elle est stable. Là, on est prêt à y aller. C'est voilà, c'est the place to be. C'est là. Et il faut savoir rester là. Et quand on sait faire ce qu'il faut, on apprend à rester là. Et puis le week-end ou le soir, on récupère et on sort du stress. Et puis on y revient. Il faut apprendre à faire des allers-retours et ne surtout pas être un résident permanent catastrophique. Il ne faut surtout pas être un résident permanent face au stress. Bon, stress, il est là, sauf que quand ça s'abîme, quand le corps s'abîme, quand le stress ne fait que monter, quand on n'est pas préparé au stress ou quand on n'arrive plus à le gérer aussi bien, à partir de là, le cortisol s'envole et la sérotonine, comme la dopamine, plonge. Ça veut dire qu'on ne sent plus son corps. Et à partir de là, en même temps qu'on ne sent plus son corps, on est démotivé et on est de mauvaise humeur. Sauf que quand on est dirigeant, on peut se permettre de ne pas sentir son corps, ça c'est pas très grave, mais on ne peut pas se permettre d'être démotivé et on ne peut pas se permettre d'être de mauvaise humeur. Donc qu'est-ce que l'on fait? Et quand on est, je dis dirigeant, mais quand on est une maman, un papa, quand on a une petite boîte, quand on a n'importe quoi, n'importe quelle fonction que l'on doit assumer, soit on gueule sur tout le monde, et ça va vite devenir infernal, ou alors on prend sur soi. Et non seulement on prend sur soi, mais on doit prendre sur soi, sur quelqu'un qui est démotivé et de très mauvaise humeur. Donc on commence à jouer un rôle, et à ce moment-là, quand on est là, on sort en mode combat, ça veut dire que là, on sort le costume de super-héros, comme je dis, la cape et les bottes à paillettes, et on fait croire à tout le monde qu'on pète la forme. Et on le fait croire tellement qu'on commence à être son propre coach, on commence à passer à la motivation, c'est-à-dire que le matin, on se lève, on est épuisé, mais on se lève en disant, allez mon gars, allez ma fille, au boulot, il faut que tu crois, il faut que tu t'accroches. Et là, on passe en mode combat. C'est-à-dire que hormonalement, on est cuit, mais dans la tête, on est un guerrier. Et quand vous demandez aux gens qui sont là, mais comment vous vous sentez, ils vous disent, mais je suis en pleine forme. Cette phase-là est extrêmement risquée parce que comme je ne sens pas mon corps, je n'ai plus notion des limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, je ne sais plus où j'en suis, absolument pas. Et à tout moment, ça peut exploser parce que je n'ai aucune idée de mon niveau de fatigue. Je suis comme dans une sorte de auto-conditionnement. Et quand ça lâche, parce que le cortisol est extrêmement coûteux en énergie, quand le cortisol épuise les surrénales, le corps s'effondre. Et là, j'ai mal partout. Je ressens que je suis démotivé et de très mauvaise humeur. Le burn-out est là. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Et ça veut dire une chose très claire. Ça veut dire que le stress est avant tout un effort physique et biologique pour le corps, avec des conséquences organiques, nerveuses, émotionnelles et cognitives. La mémorisation, ça veut dire que le point de départ, c'est le physique, avec des conséquences psychologiques. Donc, si vous avez à assumer un stress ponctuel, one-off stress, pas de problème, vous pouvez le faire grâce au psychologique. Si c'est du chronic stress, du stress chronique dans la durée, à partir de là, vous devez être préparé physiquement. C'est là que ça se passe et nous allons parler de cela maintenant directement. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement et biologiquement au stress? Parce que c'est les fondations, ce sont les fondations de la maison. Sans ces fondations, le reste, la gestion du stress, n'est que un arrangement. C'est comme un jonglage. Si les fondations d'une maison ne sont pas stables, les murs vont bouger et le toit risque de s'effondrer. Donc voilà, voyons les bases essentielles pour faire face au stress. On va voir donc les essential basics to cope with stress. C'est qu'est-ce qu'on peut faire au minimum pour démarrer de la bonne façon sur le chemin. Première fois. Alors je vous les mets en anglais parce que tout de suite ça claque beaucoup mieux les phrases en anglais dans le sens où l'anglais en soi permet de résumer les choses. Donc c'est stop, manage stress, prepare yourself for it. Quand on gère le stress, je vous assure, quand on le gère, c'est déjà trop tard. Vous ne verrez jamais un sportif qui s'entraîne à une compétition, vous dit non, ne t'inquiète pas, je gère mon entraînement. Non, non. Il se prépare, il s'entraîne au bon niveau. Si vous voulez courir en 3 heures au marathon, vous devez suivre un plan d'entraînement pour courir en 3 heures. Donc, si vous avez un boulot qui vous demande un certain niveau de pression, vous devez être capable d'encaisser au-dessus, d'avoir de la réserve, de la marge. Si vous ne l'avez pas, vous serez constamment sous la vague. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes préparé
à cela. Est-ce que vous avez le niveau de vitalité et de santé pour encaisser votre stress du quotidien? Et le stress, c'est le personnel comme le professionnel. C'est la question. Gérer, c'est trop tard. Gérer, c'est déjà pris la vague dans la tête. Et dans les mois qui vont venir, il faut impérativement arrêter de gérer. Il faut prévoir. Sauf que on ne peut prévoir que si on a un temps d'avance. Et donc, quand on n'est pas sous la vague. Donc, quand on est préparé. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se prend la queue. Je suis sous la vague, je n'ai pas de vision. Je n'ai pas de vision, je vais me prendre le mur. Et ce qui va se passer dans les mois à venir, les boîtes qui vont se sortir, sont les boîtes dont les dirigeants ont une vision et dont les dirigeants ne sont pas trop cramés. Mais quand on est cramé, on n'y arrive plus. Et pour être cramé, il faut avoir le bon niveau de dopamine et le bon niveau de sérotonine. Donc avoir un niveau bas de cortisol. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et si on prend juste de la coke pour faire remonter la dopamine et qu'on prend des antidépresseurs pour faire remonter la sérotonine, ça ne fait pas baisser le cortisol. Donc on va agir d'un point de vue médicamenteux ou en termes de drogue, mais le cortisol, lui, qui est lié au système nerveux, on ne fera pas descendre. Donc première chose, prepare yourself for it, c'est hyper, super important. Deuxième chose, the psychological needs the biological. Pas de bombe psychologique sans bombe biologique. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Vous voyez là, les neuromédiateurs, on va en parler, motivation, dopamine, ça c'est psychologique. Sérotonine, bonne humeur, ça c'est psychologique aussi. Non, non, en fait c'est psychologique, mais ce sont des neurotransmetteurs. Donc c'est des substances biologiques qui ont des effets cognitifs et psychologiques. La dopamine, l'apprentissage, essentiel pour l'apprentissage. Pas de dopamine, j'apprends, je suis comme un poireau en fait, je comprends rien parce qu'en fait, je n'ai pas de dopamine. Donc, neurotransmetteurs, hormones, biologie, qui donnent des aptitudes psychologiques. Au point de départ, pour fabriquer la dopamine, pour fabriquer la sérotonine, il faut quoi? Il faut des acides aminés. Les acides aminés, c'est quoi? C'est des protéines. Ok, donc on va dire, pas de problème, Lionel, j'ai tout compris. Ce soir, je rentre, je mange 3 lapins, 2 poulets, un sanglier, j'aurai plein de dopamine et de sérotonine. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous mangez vos 4 poulets et vos 8 sangliers, il manque un truc essentiel. Il manque que pour transformer ces acides aminés en dopamine et sérotonine, il vous faut du fer, du zinc, des magnésiums, du cuivre, vitamine C, B2, B3, B9, B6 et B12. Ça veut dire que les légumes, les vitamines, les sels minéraux, les nutriments et les oligoéléments sont essentiels à la biologie pour que cette biologie porte le psychologique. Donc votre nourriture est essentielle. Donc là, on voit que the psychological needs the biological. Essentiel. Autre chose, troisième trips. Alors, je n'aurais pas dire tips and tricks parce que je ne veux pas de recettes, justement. Troisième chose essentielle. Glycemic regulation is vital. La régulation glycémique est vitale pour faire face au stress. La qualité de régulation de votre sucre est essentielle. Vous n'avez pas le choix. Donc, il faut faire gaffe au sucre. Pourquoi? Parce que le sucre a un impact direct sur la baisse de concentration. Regardez, quand on prend du sucre, il monte plus ou moins haut. Et selon ce qu'il monte très haut, moyennement haut ou bas, eh bien, il va passer d'hyperglycémie à hypoglycémie. Et à partir de là, vous avez pris un shoot de sucre. Et là, vous êtes en hypoglycémie 1h30 après. Et que si vous prenez une décision, là, vous n'êtes pas bon. Donc, la régulation du sucre dans la journée est essentielle. Et quelqu'un qui passe son temps à faire hypoglycémie, hyperglycémie toute la journée, il n'en sort pas. Donc ça aussi, c'est une question essentielle. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que sont les bons sucres et qu'est-ce que sont les mauvais sucres. On vous enverra un tableau avec les bons sucres qui sont là, donc c'est tout ce qui est à base de fibres, et les mauvais sucres, ne vous inquiétez pas, c'est tout ce que les gens mangent, c'est assez rapide à trouver. Et enfin, dernière chose avant les questions, what's good fatigue? Qu'est-ce que la bonne fatigue? Je ne sais pas si vous avez posé la question, mais quand même, franchement, dans nos vies modernes, à quoi est-ce qu'on est fatigué? Posez-vous franchement la question. On va au boulot en voiture, on passe 6 heures ou 7 heures assis, je ne parle pas des gens qui portent des charges toute la journée, hein. Et on rentre le soir en voiture. Et puis on fait du footing ou on va au golf une fois dans la semaine. À quoi est-on fatigué? À rien. En tout cas physiquement à rien. Sauf que le génome que l'on porte, le génome de Sapiens, qui est le même que celui d'Homo modernicus, eh bien, il a besoin de la fatigue physique. Donc la question, il est essentiel de recréer au quotidien
de la fatigue physique. On a besoin pour dormir d'être fatigué physiquement. Le problème, c'est qu'on est fatigué nerveusement, on est fatigué psychologiquement, mais on n'est plus fatigué physiquement. Et ce n'est pas possible. Donc, vous mettez, tout le monde met en avant la fatigue psychologique et nerveuse, effectivement, mais cette fatigue psychologique et nerveuse ne peut se calmer que si l'on introduit de la fatigue physique. Vous mettez n'importe quel insomniaque et vous allez lui faire passer une semaine dans la montagne avec un bûcheron qui lui fait scier des troncs d'arbres toute la journée, je vous assure, le soir, la personne, elle dort. Effectivement, elle sera raide comme un tronc d'arbre, mais elle dormira. Donc voilà, j'en ai fini. Je reprends. Changement de mindset essentiel. Le stress, on arrête de le gérer, on s'y prépare. Première chose. Deuxième chose, la question le fait que le psychologique a besoin du biologique. Et il n'y a pas de psychologique sans biologique. Donc l'alimentation est au cœur du sujet. Et il faut être plus tortue que lion. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, mais il faut vraiment manger des légumes et des fruits parce que c'est là que ça se passe. Mais si on en mange trop, attention, on prend du poids aussi pour les fruits. Troisième chose, le sucre, la régulation glycémique est au cœur de la motivation, est au cœur aussi de la vigilance. Et quatrième chose, il faut se fatiguer physiquement. Vous recevrez de la part de Malouti Communication et de Marina un mail qui reprendra ces petites choses avec des petits éléments de mise en pratique. J'en ai fini, je reviens à moi et j'attends vos questions. Merci. Alors, merci Lionel. Une première question d'Arzangan. À Maurice, c'est très connu, hein, quand on a un petit coup de mou ou alors quand on stresse un petit coup, ben, pour aller mieux, on prend un petit chocolat, quelque chose de sucré. Donc, il demande, est-ce que c'est un mythe alors de le sucré va nous relever, hein? En fait, vous voyez, les gestes, il nous parle des gestes barrières, beaucoup, comment se prévenir des microbes, et il y a aussi les gestes couillons. Donc l'avantage des couillons, ils sont partout, et on se fait tous savoir, et à un moment donné, on est tous un couillon. Et bien ça, par exemple, c'est le mythe du sucre, ça a généré, et ça a créé beaucoup de couillons. En fait, si vous voulez absolument vous scier le bras gauche et voir rajouter le bras droit, et vous coupez les deux pieds, vous faites ça. C'est-à-dire bouffer du sucre pour remonter l'énergie, c'est se tirer une balle dans les deux pieds. Par exemple, si vraiment vous voulez, vous dites mon enfant m'énerve, je veux absolument trouver une solution pour me débarrasser de lui, eh bien, vous faites un truc très simple. Le matin, vous lui filez des cornflakes, du jus d'orange, un yaourt bien sucré, et puis une brioche avec du Nutella. Ben, il ira à l'école en marchant de travers, et puis à 10h30, il reprendra un truc sucré pour pouvoir retrouver un peu d'énergie. C'est tout le problème. Vous devez impérativement entendre que pour gérer son stress, pour se préparer au stress, il faut avoir la glycémie la plus stable possible. Si à 17h30, vous recevez un appel essentiel et vous êtes en hypoglycémie, vous allez dire un tas de conneries parce que vous ne serez pas concentré. Vous faites gaffe à votre sucre, vous encaissez 2 fois mieux le stress. Essentiel. Et alors, un verre de vin pour la détente le soir, ça aussi c'est une question. Non. Alors, un verre de vin, c'est 3 sucres ou 4 sucres. Ce n'est pas un problème si on boit un verre de vin. Mais un verre de vin, c'est un verre de vin. C'est pas un verre de vin. C'est pas un verre de vin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par contre, boire 4 verres de vin le soir pour se détendre, d'accord? Avec des cacahuètes et puis des curlis et puis un truc un peu sucré pour se faire du bien avec des pâtes, c'est le meilleur moyen pour ne pas dormir. Parce que si vous avez un pic hyperglycémique avant de dormir, vous ne dormez pas la nuit. Ou vous dormez, mais vous ne récupérez pas. Donc, ça ne sert à rien. Donc, la qualité des sucres avant d'aller dormir, elle est essentielle, aussi pour bien dormir. Lionel, lié à ça, quelqu'un qui demande, alors 2 petits morceaux de chocolat noir le soir, est-ce que ça va affecter son sommeil? Alors là, on rentre dans la négociation, en fait. Tout le monde va sortir ce truc. Oui, et puis si moi, je mets du saucisson sous mon chocolat avec éventuellement ceci ou cela, que ça va s'arranger. En fait, le chocolat noir, 80%, il n'y a aucun problème, vous pouvez en prendre. Si vous prenez qu'à 4 à 5 carreaux de chocolat noir, 80% par jour, donc ce n'est pas sucré, ça vous amène votre dose de magnésium journalière. Donc foncez sur le chocolat noir. Voilà, ça c'est une très bonne idée. En fait, les sucres, dès qu'il y a des fibres dedans,
ça permet de faire baisser leur index glycémique, donc ça veut dire leur agressivité sur la glycémie. Donc prenez des sucres avec des fibres. Et le chocolat noir, pas de problème, Marina. Tu peux rassurer ce participant. Alors, et le café, on me dit, et le café dans tout ça? Alors, je viens de voir passer aussi une question sur le jeûne intermittent, on va parler juste après. Le café, en fait, jusqu'à 3 cafés par jour, c'est antioxydant, donc ça prévient le stress. Au-dessus de 3 cafés par jour, c'est acidifiant, donc ça vous fragilise face au stress. Donc, 3 cafés par jour, oui. J'ai un mec qui me dit le foie gras. Le 3 cafés par jour, oui. Au-dessus, non. Et donc, d'ailleurs, si vous en prenez 8 par jour, cherchez pas, vous êtes cuit. Hein. Ça veut dire que vous avez besoin d'énergie et que vous cherchez où vous pouvez. Donc, 8 cafés par jour, ce n'est pas normal. Et on ne se lève pas avec un café le matin. On prend un grand verre d'eau, on prend un truc, mais on commence par du café parce que le café, c'est vraiment compliqué pour le corps à gérer au début. Donc, il faut le préparer un petit peu. Il y a beaucoup de caféine, ça donne un vrai coup de boost. Il y a une autre façon de faire le matin et cette question du matin, elle est essentielle pour se préparer la journée. Alors, on va sur le sport avant d'aller sur le fasting. 3 questions sport reliées. Quel est le meilleur moment pour faire du sport, matin ou soir? Le type d'exercice et après, si on n'a pas fait de sport pendant des années et qu'on n'est pas très fit, où est-ce qu'on commence? Ça, c'était un peu moi. Hein? Ok, ça c'était un peu toi. Je te retrouve bien là-dedans, Marina. Toi, tu étais la pro de la méditation et de la relaxation. Ça ne suffit pas, tu l'as remarqué, hein, d'accord? Donc, alors, première question, le sport. Si on fait le sport à jeun, grosse utilité, pourquoi? Parce que ça oblige le corps à aller chercher le sucre dans les réserves. Or, quand on est stressé et qu'on s'habitue à manger beaucoup, beaucoup de sucre, on crée ce que l'on appelle une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait descendre le sucre quand le sucre monte d'un coup. Donc, je prends du sucre rapide, ça monte d'un coup. Arrivé là-haut, le pancréas libère de l'insuline, ça fait descendre le sucre, mais l'insuline sort tellement fort que je passe d'une hyperglycémie à une hypoglycémie. Donc l'insuline est centrale. C'est pour ça qu'il faut absolument foutre la paix au corps au niveau du sucre, parce que l'insuline permet au corps d'utiliser le sucre pour le transformer en énergie. Écoutez bien. Face au stress, je dois ou me battre ou partir en courant. Donc il me faut de l'énergie. Donc j'ai besoin de sucre. Donc je dois pouvoir l'utiliser. Ce qui me permet d'utiliser le sucre, c'est l'insuline. Mais si je dérange mon corps autour de l'insuline, il ne sait plus utiliser le sucre. Donc, quand j'ai une mauvaise insuline ou un mauvais système insulinique, je développe ce que l'on appelle une résistance à l'insuline. Ça veut dire que j'ai du sucre dans le sang et je n'arrive plus à l'utiliser. C'est la cause majeure des fatigues à partir de 40-50 ans parce que les gens ont passé du temps et leur temps à bouffer du sucre depuis 20 ans. C'est la porte d'entrée de ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui va conduire au diabète, qui fait un ravage à l'île Maurice et à la Réunion. Donc, si vous êtes fatigué, vous devez vous poser la question de quelle est votre résistance à l'insuline. Faites-le, c'est un test simple, ça s'appelle un HOMA, H-O-M-A. Ça vous dit si vous arriverez, si votre corps arrive à utiliser le sucre pour le faire rentrer dans le sang. C'est une vraie question. Donc, le matin à jeun, eh bien justement, on combat directement la résistance à l'insuline, Marina. Donc, tu vas faire ton sport à jeun, tu vas réapprendre à ton corps à taper dans les graisses, dans le foie, dans les muscles, là où il y a du sucre, mais sous forme de cartouche, donc de glycogène, et tu vas réapprendre au corps à faire sans sucre dans le sang. Et ça permet de commencer à rééquilibrer un peu l'insuline. Donc, le sport à jeun, c'est super intéressant. Et le type de sport? Le type de sport, en fait, on va pouvoir réveiller le corps, ça dépend de son niveau. Donc, si on a jamais fait de sport depuis longtemps, et ben dans ce cas-là, pas de problème, on se met à faire du yoga, du pilates, des choses tranquilles. Mais on peut aussi faire le matin des exercices type workout sur 5 à 7 minutes avec des montées cardiaques importantes. Pourquoi? Parce qu'on réapprend au corps à découvrir l'intensité de l'effort. Or, le niveau de stress, si le stress est haut, il impose au corps un effort biologique important. Donc, si je prends un stress qui correspond à un avion que je prends en pleine tête tous les jours et que je m'entraîne à recevoir une petite balle en pleine tête tous les jours, ça ne va pas le faire. Donc, je dois réapprendre à mon corps à monter au niveau du stress que je prends. C'est ça, être préparé. Quand vous gérez, comme Marina, elle s'entraînait à attraper une balle en pleine tête tous les jours, mais elle prenait un train en pleine tête tous les jours. Donc, la relaxation lui faisait croire que
le train était une balle. Forcément, ça ne le fait pas. Donc, le matin à jeun, workout, 5-7 minutes, top. On vous en mettra un sur le lien qu'on va vous envoyer. Et si on n'a pas fait de sport jusqu'à maintenant, eh bien, on réapprend doucement. Si on a pris du poids, la course à pied, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du vélo, d'appartement, et on fait des séries sur le vélo. On pédale 15 secondes un peu plus rapidement, on relâche. On fait des choses comme cela, et on réapprend au cœur à monter, parce que quand on est stressé, le cœur, il monte. Donc, il faut se préparer à battre cardiaquement de façon plus importante. Ouais, bon, bah, moi, je fais toujours de la méditation et du yoga, mais je fais aussi du kickboxing maintenant. Exactement, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut faire des choses qui vont te permettre de calmer le système nerveux, calmer le mental, et en même temps de préparer le biologique. Donc, il faut être sur une double pratique. Je vois un message, est-ce qu'on en doit en faire tous les jours? Ben, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le stress, il vous épargne de temps en temps? Si vous dites, oh, bah, tiens, aujourd'hui, pas de stress, et puis, tiens, aujourd'hui, je vais en mettre plein la tronche. Non, non, vous en avez tous les jours du stress. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même un petit peu, vous avez une pratique où vous créez de la fatigue physique. C'est l'astuce. Même 10 minutes, mais vous le créez. Parce que ça vous apprend à comprendre que quand on se prend ça, on se prépare à ce qu'on en prend. C'est très important. Lionel, l'abus de sel a-t-il un effet sur le stress? Oui, directement. L'habit de sel fait monter la tension artérielle et épuise la fonction cardiaque. Or, on a besoin d'un bon cœur pour pouvoir faire face au stress. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un lien entre justement le sel, le sodium et l'acidification du milieu biologique. Ça veut dire quoi? Quand on prend du sel, le sel c'est NaCl, c'est du chlorure de sodium. Or, le Cl, le chlorure, quand il se mélange avec l'eau, il produit de l'acide chlorhydrique, qui est extrêmement acide. Vous allez vous dire, où est-ce qu'il nous emmène? Vous allez comprendre. Je prends trop de sel, je crée de l'acide chlorhydrique, donc j'acidifie mon milieu interstitiel. Ça veut dire que votre corps va tout faire pour essayer de réguler l'augmentation de l'acidité. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il va utiliser dans ses réserves des réserves alcalines, donc basiques, qui sont associées à des minéraux essentiels pour lutter contre le stress, c'est-à-dire le calcium et le magnésium. Regardez bien le truc. Je bouffe du sel en grande quantité. De l'autre côté, je me vide en calcium et en magnésium. Or, la force musculaire, la compréhension, beaucoup de mécanismes cognitifs et le calme dépendent beaucoup du calcium et du magnésium. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand je bouffe trop de sel, je me tire à nouveau une balle dans le pied. Une fois de plus, une bonne pratique ou une mauvaise pratique d'hygiène de vie a un impact sur le psychologique. Le biologique est essentiel pour un bon psychologique. Alors, autre question, quel est le lien entre, je pense, le stress et l'immunité? Ah, je l'ai dit, c'est que l'immunité a besoin d'inflammation pour fonctionner. En fait, l'inflammation est nécessaire à la vie du corps. Mais si j'en ai pas assez ou si j'en ai trop, ça devient problématique. Le stress empêche l'inflammation. Donc, le stress est un immunosuppresseur. Donc, si j'ai un virus, une bactérie qui arrive sur un terrain stressé, je vais avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à me défendre. Maintenant, cette question implique une autre question, qui est la question de l'inflammation de bas grade. Et là aussi, c'est extrêmement important à comprendre. La vie que nous avons au quotidien est une vie qui nous met extrêmement fortement sous l'effet du cortisol. Mais à un moment donné, on est tellement sous l'effet du cortisol qu'on devient épuisé face au cortisol. Et donc, l'inflammation, alors qu'elle était totalement écrasée par le cortisol, devient au contraire, on lui laisse tout le champ libre. Et on a de plus en plus d'organismes qui sont inflammés de façon, on dit low grade inflammation, c'est une inflammation de bas grade. C'est comme un petit feu de forêt. Ce n'est pas un gros feu de forêt, c'est un petit feu de forêt. Et là, j'attire votre attention sur ce que je suis en train de vous dire à l'instant parce que c'est très important. L'inflammation de bas grade, low grade inflammation, c'est la porte d'entrée de tous les problèmes de santé majeurs qui vont nous faire mourir. Tous. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de Parkinson, d'Alzheimer, il n'y a pas de dépression nerveuse, il n'y a pas de maladie auto-immune, il n'y a pas d'obésité, de diabète sans inflammation. C'est-à-dire que l'inflammation est la porte d'entrée de tout ce qui peut causer à long terme, le vieillissement, est une inflammation de bas grade. Donc, il faut tout faire pour
calmer au maximum l'inflammation de bas grade. Or, la vie moderne, parce qu'on est cortisolé à fond, puis épuisé, et qu'on n'apprend pas au système biologique à se désinflammer, est vecteur d'une inflammation majeure qui demande au corps une énergie monumentale pour être régulé. Plus je suis inflammé, plus je vais essayer de mobiliser de l'énergie pour pouvoir calmer l'inflammation. Or, cette énergie que j'utilise pour calmer l'inflammation, je ne l'ai plus pour faire ce que j'ai à faire. Et dans les mois à venir, l'inflammation va s'envoler parce qu'on sera totalement sous la vague. Et donc, le corps va brûler du sucre, brûler de l'énergie pour essayer absolument de respirer. Or, quand je brûle ce sucre, je favorise ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est la porte d'entrée de l'inflammation de bas grade. Donc, le stress crée une inflammation de bas grade majeure qui défonce le système immunitaire, qui fait qu'on n'arrive plus à avoir une immunité correcte. Voici le lien. Si vous coupez le stress, vous coupez le stress oxydatif. Si vous coupez le stress oxydatif, vous coupez l'inflammation. Si vous coupez l'inflammation, vous avez un bon système immunitaire. Et là, on crée un cercle vertueux. Mais pour cela, gérer ne suffit pas. Il faut s'y préparer. Alors, avant d'aller vers le fasting, une petite question. Un support en vitamines, magnésium, fer, etc. est à suggérer et puis période, tout en sachant qu'il n'y a pas de recette. Alors justement, c'est très compliqué en fait de répondre à cette question parce que tous les profils biologiques sont différents. Ce que je peux dire très simplement, c'est que le magnésium est essentiel. Vous le trouvez dans le chocolat, tout simplement noir, 80%, ou alors on va le trouver en gélule, mais il faut prendre des formes organiques et pas des oxydes de magnésium. Ça, c'est la première chose. La vitamine B9, les folates sont essentiels pour faire de la dopamine et de la sérotonine. Les folates, la vitamine B9, c'est les choux. Le chou, c'est la vie. Le brocoli, c'est la vie. On doit avoir des t-shirts, le brocoli's life. I love brocoli. Il faut absolument manger des choux parce qu'en fait, c'est essentiel pour être en bonne santé face au stress. C'est bourré de vitamine C et c'est bourré de folate. Donc la vitamine B9, elle est centrale. Le sélénium aussi. Le sélénium est essentiel pour pouvoir bien réfléchir. Le sélénium, c'est les noix du Brésil. Donc, dans les noix du Brésil, il y a beaucoup, beaucoup de sélénium. Si vous mangez 5 à 6 noix du Brésil par jour, vous avez votre apport en sélénium pour le cerveau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de façon, on va dire, cohérente, en dehors des recettes. C'est parce qu'en fait, sinon, on part dans des trucs. Ce qu'il faut juste. Ah oui, et les oméga 3, pardon. Les oméga 3 sont essentiels au calme et à la bonne compréhension et à la bonne humeur. Donc, les oméga 3, c'est les poissons gras, c'est l'huile de noix, c'est l'huile de colza et c'est les poissons gras. Il faut manger des poissons gras régulièrement, sauf que tout le monde en poisson gras connaît le thon et le saumon. Or, ces poissons-là sont malheureusement bourrés de métaux lourds. Donc, il faut absolument forcer la dose de poissons gras, mais dit de poissons gras de petite taille. Sardines, maquereaux, harengs. Je sais qu'il y en a un autre à l'île Maurice qu'on m'avait donné quand j'étais venu en conférence. J'ai oublié son nom. Mais il faut absolument aller vers les poissons gras. Et les bonnes margarines ne suffisent pas. Il faut manger des acides gras qui viennent de ces poissons-là, en même temps que nous prenons à côté de l'huile de noix ou de l'huile de colza. Donc magnésium, okay, forme organique, donc pas des oxydes. Oméga 3, poissons gras de petite taille. Sélénium, noix du Brésil, 5 à 6 par jour, et folate avec les choux. Alors, une question qui est arrivée sur mon téléphone. Donc, je suis un dirigeant, les jours semblent se ressembler, je suis toujours fatiguée au réveil. Quels sont vos conseils pour ceux qui sont déjà très, très, très fatigués avec ce rythme qui semble sans frein depuis le début du confinement? On a déjà compris, et la personne qui pose la question a bien compris que d'après la courbe, où est-ce qu'elle est dans la courbe? La fatigue de fond, c'est le moment où le cortisol est en haut et que la dopamine et la sérotonine est en bas. C'est le moment où on est tellement fatigué que le matin, on doit se lever à la motivation. Ça veut dire que la fatigue de fond s'est installée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune solution à court terme. C'est-à-dire que quand on est à ce point-là, il faut absolument se faire aider pour inverser. C'est à ce point-là où tu étais, Marina, quand tu es venue me voir. Ça veut dire que là, on est allé trop loin.
Et donc, et d'ailleurs, ce dirigeant le dit très bien, il dort, mais il ne récupère pas. Rest is not recovery. Le repos n'est pas la récupération. Quand on est allé trop loin, on ne récupère pas. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, le système nerveux, il monte dans les tours. Vous voyez cette machine-là? Voilà. Alors maintenant, vous imaginez que je vais parler, je continue à parler, mais que mon bras continue à tourner. Donc je vous parle, mais au fond de moi, ça fait comme ça. Donc là, je vais dormir, je me couche, je me mets sur ma grosse couette, pas chez vous, hein, sur votre petit drap. Il fait bon, mais au fond de vous, ça fait comme ça. Et vous ne savez plus comment couper le moteur. C'est là le problème. C'est que souvent, il y a une fatigue nerveuse et psychologique, mais il n'y a plus de fatigue physique. Donc, monsieur, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument réinstaller de la fatigue physique. Le problème, c'est quand on est trop fatigué, on n'a plus du tout envie de bouger physiquement. C'est tout le problème. Et quand on va trop loin, là, ça demande vraiment une approche très, très précise pour vous aider à couper le moteur qui tourne. Mais au moins, comment vous pouvez limiter les dégâts? Surveillez vos sucres. Regardez ce que vous mangez le soir avant de dormir. Si vous mangez des choses trop sucrées, vous dormirez encore moins bien. Magnésium, sélénium, oméga 3 foncé. Prenez ce truc-là. Faites-vous masser. Acupuncture, ça peut aider. Il faut tout faire pour essayer de calmer le système nerveux. Mais souvent, quand on va trop loin, là, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. C'est tout ce que je peux vous dire de façon la plus opérationnelle possible. Au moins, limiter les dégâts, éviter les fuites. Et votre selle, faites gaffe, faites-le baisser. Mais réinstallez autant que vous pouvez un peu de fatigue physique. Le problème, c'est quand on est épuisé et qu'on crée de la fatigue physique, d'un seul coup, comme on reprend contact avec son corps, on récupère de la fatigue physique qu'on n'avait pas prévue. Elle est là, mais on en est coupé. Quand on est cortisolé, on se coupe de sa fatigue physique. Donc, quand on reprend la fatigue physique, d'un seul coup, elle arrive sur nous comme un tsunami. Et c'est le problème qui va se passer dans les mois à venir. Les gens vont tenir. Le jour où le corps ne pourra plus, ils vont tomber. Et la fatigue physique va les recouvrir. Et là, on n'a plus de son, plus de lumière. Et ça, Marina l'a très bien vécu pendant ce séjour chez nous, où à un moment donné, le recontact de la fatigue physique fait qu'on se dit « Ah ouais, quand même, je suis encore plus fatigué que je ne le pensais. » Tu es d'accord avec ça, Marina? Totalement d'accord. Et je pensais que je faisais du sport avec mes petits joggings sur la plage tous les 2 jours. Je pensais que j'étais sportive, mais bon, je n'étais pas là. Alors, le jeûne intermittent, plusieurs questions dessus. Donc, est-ce que ça marche et quelle est la période pour laquelle on devrait jeûner? Et lié un peu à ça, si est-ce qu'on petit déjeune ou pas? Et le petit déjeuner idéal, c'est quoi si je ne jeûne pas? Alors, super question. Alors, l'intérêt du jeûne, c'est comme le sport à jeun. C'est que du coup, on va directement aider le corps à s'occuper de cette fameuse résistance à l'insuline et on va lui réapprendre une fonction physiologique essentielle qui est le déstockage. Nous avons des vies modernes où nous passons notre temps à stocker et on a des entrées qui sont supérieures aux sorties. Comme je dis, on mange pour 12, mais on évacue pour 1. On n'a qu'un moyen d'évacuer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Donc, on mange toujours trop par rapport à ce que l'on peut évacuer. C'est le problème. Et l'avantage du jeûne, c'est que pour une fois, on arrête de faire rentrer des choses et on donne au corps la possibilité de gérer ce qui a été, on va dire, ingéré depuis très longtemps. Donc, le jeûne à faire régulièrement, je trouve que c'est une bonne idée et le jeûne intermittent est pas mal. Ça dépend du type de métier que vous avez. Si vous avez un métier essentiellement sédentaire, on peut tout à fait faire 2 repas par jour, le 3, ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une pratique de vieillissement. D'ailleurs, il est prouvé que les gènes du vieillissement sont les gènes de la restriction calorique. Moins je mange, mieux, plus longtemps je vieillis. C'est prouvé en fait génétiquement. Donc là, on est sur l'épigénétique, c'est-à-dire que les conditions de vie vont avoir un impact sur l'expression génétique, sur la génétique. Ok, tout le monde comprend. Donc, moins manger, c'est une bonne chose. Moi, je mange, plus je vis. Oui, les gènes du vieillissement sont activés directement par la restriction calorique. Et d'ailleurs, certains antioxydants, dont ceux du vin rouge, le fameux resveratrol, le fameux antioxydant principal du vin rouge, agit justement de la même façon que la restriction calorique. Elle active certaines zones des gènes spécifiques qui sont activées par le fait de moins manger. Donc, on mange de toute façon trop, et trop manger nous fait crever plus vite. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, faire 2 repas par jour au lieu de 3, quand on a un boulot sédentaire, ça suffit largement. Quand on a un boulot sédentaire, de la même façon,
manger des glucides à chaque repas, c'est une grosse connerie, excusez-moi l'expression. Parce que si on mange des glucides, il faut les brûler derrière. Et si je passe mon temps au bureau, ben, je peux plutôt manger des choses qui ont des fibres, où il n'y a pas de peu de sucre rapide pour que le corps ait une glycémie la plus stable possible pour réfléchir de la bonne façon dans la durée. Donc, des glucides une fois par jour sur 2 repas, c'est extrêmement bien. On va plutôt les prendre le soir d'ailleurs, avant de dormir, mais des glucides de bonne qualité, avec des fibres. Pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, quinoa, sarrasin, des pâtes complètes, du riz semi-complet, des choses comme cela. Très bien. Pour en venir au jeûne, on peut le faire de temps en temps, et puis on peut aussi le faire régulièrement. Par contre, si on a un sport, ben là, il faut adapter son rythme alimentaire ou ses apports alimentaires au sport qu'on pratique. Donc, par exemple, si vous faites du vélo et vous faites des sorties en vélo importantes le matin, eh bien, vous partez à jeun pour faire tourner la machine pour aider le corps à déstocker, et ça calme votre glycémie. Et puis sur le vélo, au bout de 45 minutes, vous prenez vos amandes, vos noisettes, vos raisins secs, tout ça, votre boisson, et là, vous avez du carburant pour faire l'effort physique. Pour ma part, moi, je mange 2 repas par jour depuis des années, je prends plus de petit déjeuner, et je fais mon sport à jeun, et quand je mange si je mange à 21 heures, je ne mange de 16 heures à 18 heures entre mon dernier repas et mon premier repas. C'est ce qu'on dit pour que le fasting soit intéressant. Il faut laisser entre 14 heures à 16 heures entre le dernier repas et le premier repas. Donc ponctuellement, oui. Régulièrement, ça ne pose aucun problème. Et on peut aussi faire de temps en temps des jeûnes plus longs. Ça veut dire qu'on va pas manger pendant une journée complète. Donc, si vous faites ça le dimanche soir, parce que durant le week-end, vous allez manger comme 12, eh bien, pour évacuer tranquillement, vous allez arrêter de manger le dimanche soir et vous allez recommencer à manger le mardi matin. Et ça, c'est une pratique extrêmement intéressante parce que pour le coup, ça active directement les gènes de la restriction calorique. Alors, petite question pour les diabétiques, il y en a beaucoup à Maurice. Ouais. Est-ce qu'au niveau de gestion stress et diabétique, il y a quelque chose en particulier qu'il faut highlight? C'est la question essentielle parce que c'est cette question-là qu'on a abordée avec la résistance à l'insuline. Les diabétiques alors, il y a les diabétiques de type 1 et de type 2. Les diabétiques de type 2 sont les plus courants actuellement parce que ce sont eux qui sont le résultat des mauvaises pratiques d'hygiène de vie. Donc, je mange trop de sucre, donc mon pancréas se fatigue à libérer de l'insuline. L'insuline est de moins en moins capable de faire rentrer le sucre dans les cellules pour que ce sucre soit transformé en énergie. Donc, j'ai du sucre à disposition et je ne peux plus l'utiliser. C'est ça qui est la porte d'entrée du diabète dont, Marina, tu parles. Il faut absolument s'occuper de la résistance à l'insuline. Donc, il faut que les diabétiques utilisent des sucres à très faible index glycémique, donc des sucres avec des fibres, et dès qu'ils peuvent, reprendre l'activité physique au maximum pour pouvoir réapprendre au corps à déstocker dans la limite de leur glycémie. Autre chose, les oméga 3 sont essentiels. Le thé vert fait fortement baisser aussi la résistance à l'insuline, ce qu'on appelle les épicatéchines du thé vert. Le thé vert est utile. Les antioxydants sont importants. Donc, le fait de manger des légumes, des choux, des oméga 3 et faire du sport à jeun ou faire du sport avec à jeun et après prendre des sucres lents, dans la limite de ce que les gens peuvent supporter, c'est un très bon moyen de réinitialiser le système, sachant aussi que souvent le diabète est dû et aussi associé à un surpoids qui s'installe. Et la graisse qui s'installe avec le surpoids devient source d'inflammation de bas grade et va entretenir le déséquilibre au niveau du corps. Donc, c'est cette boucle infernale. Il faut perdre du poids, il faut réguler son sucre, mais les deux sont liés. Donc, il faut bien commencer par un bout. Donc, recommencer à bouger. Sortez, marchez, montez des petites choses un peu compliquées, faites battre le cœur et faites-le des fois avec du à jeun un petit peu avant pour réapprendre au corps à taper dans les réserves. C'est ce que je vous conseillerais. Alors, une question qui va nous concerner, nous tous. À la reprise après le confinement, il y aura certainement beaucoup plus de boulot que d'habitude et des activités en veux-tu, en voilà. Ça va nous demander un niveau plus haut d'énergie et de résilience. Comment faire pour ne pas être stressé pendant des périodes comme ça? Alors, en fait, tu vois, quand tu dis cela, c'est tout le problème, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir éviter le stress. C'est comme si le surfeur, il cherche la vague, il voit la grosse vague, il dit, mais en fait, comment je l'évite maintenant? En fait, personne ne pourra l'éviter. Ça veut donc dire que de toute façon, on ne va pas pouvoir limiter le stress qu'on va prendre.
Par contre, la question, c'est quel est, comme tu dis, mon niveau de vitalité pour être au-dessus de la vague ou sous la vague. Et effectivement, au quotidien, vous avez, allez, peut-être 5 à 6 événements majeurs qui vous arrivent dans la journée, 3 qui sont réguliers, enfin pas réguliers, mais que vous savez gérer facilement, et 2 pas prévus. Donc, vous devez être en capacité de gérer 5 à 6 événements pas prévus par jour. Donc, vous en avez 4 par jour, 5 par jour. Vous avez la capacité d'en gérer 6. Tout va bien. À la fin du confinement, vous allez passer de 5 événements majeurs à gérer à 10 ou 11. Or, peut-être qu'au maximum de ce que vous pouvez faire, vous pouvez en gérer 6 ou 7 facilement. Ça veut dire que 12 à gérer et une capacité de 7 ou 8. Donc, ponctuellement, le corps va vous donner une capacité, comme les cartouches dont parlait Marina, qui vous permet de passer de 7 à 13 ponctuellement. Le stress, c'est ça. Le stress vous donne des cartouches ponctuelles pour changer de division. On va jouer dans une division au-dessus. Ça marche ponctuellement. Quand ça s'augmente, quand les 12 événements à gérer au quotidien sont constants, ça marche, le moteur supplémentaire, il ne marche plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, à force d'utiliser ce moteur supplémentaire, à force d'utiliser les cartouches dont parlait Marina, on n'arrive plus à passer de 7 à 13. On n'arrive plus à être au-dessus de la vague. Et c'est là qu'on installe de l'inflammation. À partir de là, vous devez tout faire, s'il vous plaît, pour gérer vos sucres, pour calmer au maximum l'inflammation, pour créer la fatigue physique le soir quand vous rentrez, y compris dans la journée un petit peu, monter les escaliers, fatiguez-vous physiquement, parce que le soir, pour pouvoir faire baisser l'inflammation, il faut dormir. Et le sommeil n'est pas assez compris. Il faut tout faire pour dormir. Ne faites pas d'écran le soir. Vous rentrez, vous coupez les mails, vous dites, OK, si je veux réagir demain de la bonne façon, il faut que l'inflammation se calme, que mon système nerveux redescende. Donc, je prends un repas avec ma famille, mes enfants, j'essaie de rigoler un petit peu, je coupe les écrans, je ne regarde pas la télé, je fais mon sport et je vais dormir. Il va falloir devenir des ascètes et des moines pendant les mois qui arrivent. Si vous n'avez pas la caisse, si vous n'êtes pas préparé, si vous partez de trop loin, vous allez devoir faire cela. Il n'y a pas le choix. Sinon, vous allez vous prendre le train en pleine tête et vous ne vous en remettrez pas. Ça va être très compliqué. Justement, il y a une question sur le sommeil. Quelqu'un qui dit que depuis le début du confinement, il n'arrive plus à dormir plus de 6 heures par jour. Donc, tu as un peu répondu là, couper les écrans. Il faut que ça devienne, tu sais, quand il y a une guerre, on dit toujours que face à la guerre, il y a un élan de solidarité nationale. Tout le monde doit travailler dans le même sens pour le truc. Vos équipes, si vous êtes dirigeants, vos équipes, dites-leur, écoutez les gars et les filles, là, il va falloir vraiment qu'on soit préparé pour. Votre responsabilité, c'est il y a des choses que vous pouvez faire à votre niveau. Okay. Dormez. Coupez les écrans. Le soir, rigolez, essayez de passer un peu de bon temps pour retrouver de la bonne humeur parce que la sérotonine, sinon, là, elle plonge. Remontez-la par les choses qui vous font du bien. Mais il y a le bon plaisir et il y a le mauvais plaisir. Et comme l'alcool le soir pour se détendre, plus qu'un verre, et le trop manger pour se détendre, catastrophe. Parce que quand on fait ça, on augmente le stress oxydatif. Donc, on va augmenter l'inflammation. Donc, c'est ça, se tirer une balle dans le pied. Plus que jamais, les entreprises vont être confrontées à un changement de division. On jouait en première division, là, on va toujours en Champions League. Il faut se préparer pour cela. Et bien, quand on n'est pas préparé, il faut au moins limiter les dégâts. Donc, le sommeil est indispensable. Et donc, il faut se dire, je m'oblige à me mettre au lit et à me calmer et à essayer au maximum de récupérer. Même si je n'y arrive pas complètement, c'est déjà ça de fait. Et une nuit de 6 heures, c'est trop court? En fait, ça dépend du métabolisme de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de 6 heures, mais s'ils étaient connectés à leur vraie fatigue, ils se rendraient compte qu'il leur faut 14 heures. Donc, on ne sait pas. Mais s'ils ont 6 heures, au moins qu'ils aient 6 heures. Et qu'ils n'aient pas 4 heures. Et s'ils peuvent avoir 8 heures au lieu de 6 heures, effectivement, qu'ils aient 8 heures. Tout ce que vous pouvez choper en ce moment, là, les 3 jours qui arrivent, là, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dormez. Le grand gourou Lionel, avec ses yeux qui tournent, vous dit dormez. Dormez, dormez, dormez. C'est maintenant. Et faites pas la fête, là. Dormez. Dormez. Demain, ce soir, demain, allez faire du sport, bougez, fatiguez-vous. Mettez-vous au lit, dormez. Élevez-vous tard le soir, le matin. Dormez, dormez, dormez. On peut faire des petites réserves de sommeil. Et question toujours liée au sport. Encore une fois, on redemande la même chose, matin ou après-midi.
Ça dépend des métabolismes, sachant simplement que quand on le fait le soir, la température corporelle augmentant, on peut avoir du mal à dormir. Donc, matin après-midi, l'avantage, c'est qu'on a le temps que la température redescende. En fait. Plus compliqué seulement quand on a le boulot. Exactement. Non, mais en fait c'est si tu l'as fait 2 heures avant de dormir, des fois, c'est plus compliqué. Mais il y a des gens, ils font du sport même avant de dormir, ça ne n'empêche pas de dormir. Donc, en fait, c'est vraiment le sport dans la journée, il va créer de la fatigue physique, c'est très bien. Le sport le matin, il réveille le corps, il vous prépare à l'interaction, à y aller. Et surtout, il est un excellent régulateur glycémique, donc ça vous prépare à beaucoup mieux caler votre glycémie sur toute la journée. Aurélie demande une recette petit déjeuner hors fasting. D'accord. Hors fasting, en fait, c'est la question des petits déjeuners à faible index glycémique. C'est tous les petits déjeuners qui sont à base de protéines et de lipides. En fait, il faut faire au maximum, il faut tout faire pour limiter au maximum les sucres durant les repas du matin. Donc, tout ce qui est œufs, fromage, charcuterie pas trop salée, amandes, noisettes, fruits entiers, pas en smoothie, hein, mais fruits entiers, sont beaucoup plus intéressants que de prendre une brioche avec du beurre, avec de la confiture ou un gâteau. Enlevez le sucre et mettez-le le plus tard possible dans la journée. Ça change tout. Ça change tout. Ouais. Bah, encore une fois, quelqu'un qui, depuis le début du confinement, a beaucoup de difficultés à dormir, même si elle fait 3 ou 4 fois par semaine du sport à jeun, comme tu avais dit, 1 heure de vélo, de marche, etc. Avant, le sommeil était top et maintenant, zéro sommeil. Tout à fait. Comme quoi, tu vois, c'est l'exception qui fait l'exemple, c'est que en fait, ça ne suffit pas. On peut être fatigué physiquement, mais si on a installé un stress de fond depuis très longtemps, quand la situation devient compliquée, eh ben, il y a des mécanismes qui affectent le système nerveux qui se mettent en route. Et là, on n'y arrive plus. Ça veut dire aussi que cette personne, si elle ne faisait pas tout ça, c'est ça qu'il faut voir, si elle ne faisait pas tout ça, peut-être qu'elle ne dormirait pas déjà depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'elle a mis en place un système qui lui a permis de créer de la fatigue physique pour réguler le niveau de stress. Mais à un moment donné, même ça ne suffit pas. C'est tout le problème. Et c'est là où il faut un diagnostic individuel, il faut vraiment comprendre ce qui se passe pour pouvoir apporter la bonne réponse. Mais souvent, il y a des gros déséquilibres biologiques. Il faut faire un diagnostic précis au niveau biologique, très précis. Qu'est-ce qu'on donne comme complément alimentaire? Où en est le niveau d'inflammation de bas grade? Il y a un tas d'analyses à faire derrière pour ajuster. Et là, on arrive à corriger un terrain biologique de fond. Et là, il y a de bonnes répercussions sur le plan psychologique. Dernière question, enfin, je vois Oui, l'intervention. pas de problème. Donc, comment fait-on pour avoir un bon taux de cortisol alors que de nature, je suis une personne qui a besoin de stress pour donner le meilleur? Ah ah. Ah ah. Alors, comment dire? Je dois donner une réponse, comme on dit, politiquement correcte ou directe? Parce que cette question-là, voilà. En fait, cette question-là, je l'ai tout le temps en formation et alors, chez les dirigeants, ce sont les pros du j'ai besoin de stress pour avancer. Alors, chers tous et toutes, si vous avez besoin de stress pour avancer, cherchez pas, c'est que vous êtes cuit depuis longtemps. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, si c'est le stress qui nous fait avancer, ça veut dire qu'on a systématiquement besoin des cartouches pour récupérer de l'interaction, pour retrouver le sommet de la vague pour être au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est en permanence sous la vague. Donc, ça veut dire que le mode urgence prouve bien qu'on est depuis longtemps fatigué. Et c'est la vraie question à vous poser. Si vous avez une question à vous poser après l'intervention que vous propose Marina, si vous passez votre temps à agir au quotidien en mode urgence, vous n'êtes pas prêt, a priori, pour encaisser une surpression. Vous allez y arriver de toute façon, mais vous allez taper encore plus fortement dans les réserves. C'est ça le problème. C'est que la fatigue, le mode d'urgence, le fait de toujours faire les choses parce que les choses nous courent après et qu'on court derrière elles, montre bien que depuis des années, on s'est habitué à gérer le stress. Parce que depuis des années, on n'y est pas préparé. Vous ne verrez jamais un militaire qui va sur une action de combat en disant je vais la gérer. Ça, c'est pas militaire, ça. C'est autre chose. C'est pas un militaire. Un professionnel,
il va sur l'action de combat quand il sait qu'il peut encaisser le niveau d'action qu'il va retrouver sur le champ de combat. Sinon, il n'y va pas. C'est pour ça qu'ils prennent des périodes, ils prennent 6 mois des fois pour préparer les gens à ce qu'ils vont trouver sur place. Les sportifs le savent, les militaires le savent, les dirigeants ne le savent pas. Parce que pour le dirigeant, il suffit d'être un costaud mentalement. Bullshit, ça ne marche pas. Bon, ça veut dire qu'on a besoin encore un petit peu de confinement pour se remettre alors. En tout cas, s'il n'y a plus le temps, dormez dès que vous pouvez. Ça, c'est important. Quelqu'un qui nous dit est-ce que tu fais des diagnostics à distance? Salut Catherine. Salut Catherine. Salut Oui, Catherine. Est-ce que tu fais des diagnostics à distance puisque nous n'allons plus pouvoir voyager pendant un certain temps? En fait, on est en train de chercher des labos sur Maurice qui peuvent nous faire des analyses précises parce que là, on a besoin, pour certaines personnes qui sont allées trop loin, de diagnostics de biologie fonctionnelle. Ça veut dire qu'on peut avoir un examen biologique parfaitement valable. Parfaitement valable. Écoutez bien, parfaitement valable. C'est-à-dire que vous faites votre analyse biologique, nickel. Et dans votre tête, vous réfléchissez comme une crevette. Ça ne peut rien. Ça veut dire que fonctionnellement, on peut être à côté de ses pompes complètement. Et biologiquement, au niveau des analyses classiques, on est en pleine forme. C'est tout le problème. La différence qu'il y a entre le médical et le fonctionnel. Un dirigeant doit avoir un bon bilan de biologie fonctionnelle. Et ça te teste. Il y a des marqueurs très précis qui permettent de voir le niveau de stress oxydatif, le niveau d'inflammation de bas grade, et du coup, les répercussions que ça a sur le cognitif, l'émotionnel et le physique. Et alors, on t'a pris 10 minutes en plus, donc on va pas grave, il terminer. n'y a aucun problème. C'est une question qui fait le tour de tout là. Il faut se préparer pour le combat du stress. Est-ce que tu peux faire un petit recap de ce que tu nous as dit là, de toutes les choses qu'on peut mettre en place? Bien sûr. Alors, si on est en mode urgence depuis des années, c'est qu'on est sous la vague depuis des années. Voilà. Donc, ça ne va pas s'arranger. Okay, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut être bien conscient de cela. Ouais. C'est bon, ça, tu m'as entendu, Marina, tu m'as parlé, non? Je te disais, je confirme. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est important. Si vous êtes cuit et que vous vous en doutez, prenez le temps de regarder les conséquences de cette fatigue au quotidien. Si vous avez un doute, vous demandez à votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues. Et si vous disent tous que vous êtes insupportable et super émotif et vous gueulez partout, ne cherchez pas, vous êtes cuit et acceptez-le. Arrêtez de croire que ce n'est pas vrai, acceptez-le. Je suis cuit, il vaut mieux se dire, je suis cuit, je vais prendre cher, ben, je fais comme je peux, que je ne suis pas cuit, j'y crois pas, et de toute façon, là, on est sûr de se prendre la vague. Donc, il faut avoir une forme d'authenticité avec soi, se dire, où est-ce que j'en suis vraiment? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous ai expliqué que le biologique nourrit le psychologique. Donc, il faut faire tout pour avoir le maximum d'énergie possible. Le sucre, et qui dit sucre, dit résistance ou sensibilité à l'insuline. Il faut basculer vers la sensibilité à l'insuline, le sport à jeun, le sport avec de l'intensité, le fasting et des bons sucres. Avec ça déjà, ça marche assez bien. On rajoute des légumes dès qu'on peut. Et si les légumes vous font ballonner le ventre parce que ça fermente, et bien on prend des probiotiques pour aider le truc, mais on mange des légumes le moins cuit possible et pas fait en ragoût ou pas fait avec de la béchamel et au four. On mange des légumes à la vapeur avec de l'huile de noix, de l'huile de colza pour amener des oméga 3. Ça, c'est super important. Et on mange des choux au maximum, des choux crus, des choux cuits à la vapeur. Ça, c'est essentiel. Amener des folates et du magnésium avec les carottes chocolat ou alors en gélule et du sélénium avec les doigts du Brésil. Voilà. À côté de ça, on charge en oméga 3 absolument. Merci, je viens de voir un truc de Huawei Pétrole, je réponds. On charge à fond en oméga 3 et à Maurice, vous avez une chance énorme. Vous avez un tas de plantes, d'épices qui sont essentielles pour faire baisser l'inflammation de bas grade. J'en ai pas parlé, j'en parle maintenant. C'est le gingembre, la cannelle, la muscade, la cardamone, le piment. Foncez, foncez, foncez. Prenez un bain de muscade, prenez un bain de cannelle, la bouche ouverte. Moi, j'ai dit gingembre à fond. Foncez, c'est excellent pour faire baisser l'inflammation de bas grade. On dort. Le soir, à cause de la lumière bleue, coupez les écrans. Coupez les écrans. Shut the screen. Vraiment couper les écrans, c'est essentiel. Et dormez dès que vous pouvez. Et vous allez avoir peut-être effectivement boulot, dodo, boulot,
dodo. Eh bien, la semaine, vous récupérez le week-end, vous ferez des choses plus sympas le week-end. Mais en semaine, dormez. Et si le mercredi, vous avez une réunion super, super importante et que ça va être très compliqué, eh bien, la veille, le jour d'avant, vous dormez plus, vous mangez encore mieux, vous fatiguez un peu plus physiquement, vous vous préparez aux journées compliquées. Vous savez qu'il y a des échéances majeures. La sieste, bien sûr, peut vous aider aussi. Encore faut-il avoir le temps de la faire, mais faites-le même un petit peu dans la journée. Dormez, mais surtout dormez et fatiguez-vous physiquement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout. Mais il y a un changement de mindset. Oui, ouais. Gérer, c'est trop tard. Il faut se préparer à prendre la vague. Et après, il faut essayer de couvrir des brèches autant qu'on peut. Voilà, Marina, j'ai fait ce que je pouvais pour donner ces petits conseils. Merci Lionel. Alors, grand merci parce que je pense que ça va aider tout le monde. Moi aussi, c'était bon, ça a rafraîchi un peu. J'étais un petit peu trop Netflix en soirée. C'est bon, on va couper les écrans. Et merci à tout le monde. C'était chouette de vous revoir même par chat et on se revoit très très bientôt. Marina, juste un truc, excuse-moi, gingembre, cannelle, tout ça, et les oignons, tout ce qui est oignon, ail, c'est extrêmement bon en antioxydant. Je le dis juste parce que je viens de voir un mail passer. Ça rentre dans toute notre bouffe, oignon, ail, ici. Voilà. Ben, on se revoit très bientôt et pour ceux qui sont loin, be safe everyone, be good, be kind. Bye, à très bientôt. Merci, merci tout le monde. Bye.